Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on traite de l'actualité régionale, nationale et internationale. On l'analyse, on y réfléchit, on la commente. Et je ne ferai pas ça seul. Eh bien non, et comme à chaque émission, j'ai quelqu'un d'extraordinaire cette semaine. La mirobolante Joanie Riendo et son rire contagieux. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre, bonne année! Bonne année, bonne année. On recommence 2021. C'est agréable, on est content, on a plein d'espoir en cette année qu'on espère qu'on pourra appeler l'année post-COVID. On va voir vers où ça va aller. Donc, plein de beaux sujets pour toi. J'avais tellement hâte de revenir en studio avec toi, avec nos sujets qui sont... L'émission aujourd'hui a quand même beaucoup de points positifs et tu sais que j'aime ça parler des évolutions positives de nos communautés. D'ailleurs, on va commencer avec quelque chose que tu connais bien parce que tu y travailles, oui. Place aux jeunes. Oui. On va parler de la Semaine des régions, la 10e édition de la Semaine des régions. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Place aux jeunes, puis c'est quoi la Semaine des régions? Bien, Place aux jeunes en région, pour commencer, c'est un organisme national à travers le Québec. On a des agents dans chacune des MRC qui est considérée hors métropole ou hors grand centre, qui font la promotion pour les 18-35 ans de venir s'établir dans la région. Donc, c'est des personnes soit diplômés, bien sûr, mais depuis très peu de temps, les qualifiés aussi, des gens qui ont appris sur le tas. Okay. Donc, on les aide aussi. Place aux jeunes va faire la promotion, oui, du territoire, mais elle va aider aussi les jeunes à se trouver des emplois, mettre en relation avec les employeurs, trouver un appartement à partir du grand centre, faire du réseautage pour que les personnes puissent faire leurs racines dans le coin, puis donner vraiment le goût aux 18-35 ans de se dire, de faire le grand saut pour soit revenir dans la région, soit pour découvrir une autre région. C'est extraordinaire. Moi je suis un beau profil là-dessus. J'ai quitté la région, j'avais 19 ans. J'ai fait ma vie, j'étais allé à l'étranger, j'ai vécu un peu partout. Et je suis revenu ici, j'avais 35 ans et j'ai jamais regretté cette décision-là. Il y a tellement de possibilités dans notre belle région. Puis ce qui est intéressant avec Place aux jeunes aussi, c'est que moi, j'ai été une participante pendant 7 ans avant de devenir moi-même agente. Donc, je suis agente pour le nord du Lac-Saint-Jean parce que j'ai une collègue qui s'en vient sous peu pour la MRC Domaine-du-Roi. Et Place aux jeunes, le but, c'est pas de dire on approche le plus de personnes dans notre région. C'est jamais le travail. Donc, il n'y a aucun agent, des 83 agents, qui va se dire on m'a volé un candidat. Non, au contraire, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller vivre en région. Yes! 83 régions, ça veut dire 83 MRC, ça veut dire 83 territoires différents qui peuvent convenir à une personnalité, à un profil, à un milieu de vie, à un style de vie. Donc, on a tellement de choix au Québec. Il n'y en a pas un qui est exactement pareil, donc on est toujours capable de trouver quelque chose qui convient au candidat puis qui va s'établir, qui va s'épanouir dedans. OK. Donc, et puis la 10e édition de la Semaine des régions, ça va ressembler à quoi? Parce que cette année, j'imagine, c'est plus compliqué de faire des activités. Dans les années précédentes, dans les 9 dernières années, la Semaine des régions se faisait à Montréal et à Québec où toute la semaine... C'est un peu absurde, non? Non, c'est pas pour rien. C'est que toute la semaine, on faisait des activités de promotion des différentes régions. OK. Donc, c'est pour les étudiants qui finissaient ou des jeunes professionnels qui se disaient « Ah, moi, je suis rendue à la famille, je veux me rendre. » Donc, on faisait la promotion des différentes régions dans les places où les candidats sont. Oui, d'accord, je comprends. C'est plus ça, la Semaine des régions. Mais là, maintenant, une nouvelle édition virtuelle. Donc, l'édition virtuelle est du 1er au 5 février prochain. On peut suivre les différents événements avec une programmation extraordinaire. Sérieusement, moi, je la regarde en primeur, puis j'ai juste le goût de participer à toute la gang. J'ai hâte de voir mes collègues des Laurentides et autres. On lance des gros projets. On fait la promotion. Il y a des activités, des concours, des visios, des visites 3D d'entreprise, plein de choses qui se passent. Puis, il y a des primeurs qui vont être dévoilées pour différentes régions. Donc, pourquoi j'en parle à l'émission aujourd'hui, je t'ai fait la demande, c'est que vous avez quelqu'un dans votre famille qui hésite à revenir dans la région. Ou vous-même, vous voulez apprendre un peu plus sur votre région, sur ce qui s'y trouve, parce que, tabarnouche qu'on en trouve des perles, bien, c'est le temps. C'est une super de belle occasion. Donc, Place aux jeunes en région pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 5 agents, on a une page Facebook où vous pouvez vous inscrire, faire un jet, puis vous allez voir la programmation de l'ensemble du Québec, mais aussi ceux qui sont spécialement pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec des primeurs, avec de la présentation, puis répondre à vos questions aussi. Donc, c'est vraiment une belle occasion de profiter de notre région. Tu sais, ça m'amène sur un autre point, c'est que cette année, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été une année record.
pour le flux migratoire. Ah, bien, je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant parce que c'est vrai, c'est rare qu'on est aussi positif, mais on a eu un bilan migratoire positif cette année. Puis un beau positif parce qu'on est le 3e bilan positif au Québec. Donc, les grands centres, oui, ont perdu. C'est un des rares cas où les grands centres ont perdu de la population. Mm-hmm. On est allé en récupérer. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cours des 30 dernières années, il est arrivé 3 ou 4 années où on a eu un bilan migratoire positif. Mais là, c'est un bilan migratoire positif important. Donc, oui, il y a un lien avec la COVID. Mais le lien est beau parce qu'on s'est aperçu que la possibilité du télétravail pour les professionnels qui pensaient ne pas être capables de trouver un domaine d'emploi dans leur domaine, dans leur milieu, mais il y en a beaucoup qui disent, bien, moi, je vais continuer à travailler pour mon entreprise de Québec. Tant qu'à être en télétravail dans un petit appartement, bien, je vais me trouver une maison, je vais me trouver un milieu où je vais être capable d'être en télétravail. Puis la réunion, une fois par semaine, je vais aller dans les grands centres, puis je reviens. Donc, c'est une super de belle outil d'attractivité. Donc, reste à voir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Mais ça faisait quand même près de 10 ans qu'on n'avait pas vu un bilan migratoire positif. C'est très chouette, c'est très chouette. Puis un bilan migratoire de plus de 300 personnes qui dans l'année 2019-2020, ont décidé de venir s'établir. Donc, c'est pas juste le temps des études, ils sont venus s'établir dans la région. Ouais. Donc, c'est super le fun. Moi, je pense que quand on s'établit dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'on a, après ça, plus jamais le goût de la quitter. Bien, à l'interne, on a fait une recherche, un sondage pour savoir c'est quoi le taux de rétention après 2 ans. Beaucoup des agents et des agentes se disaient moi, je perds du monde. Mais finalement, notre retour est que 80 des gens restent après 2 ans. Ce qui est un délai quand même crucial pour les nouveaux arrivants. C'est là où on se fait un réseau, c'est là qu'on commence à se faire des liens, c'est là qu'on commence. Donc, si après 2 ans, la personne est encore là, il y a beaucoup plus de chances que la personne reste à très long terme. Donc là, on a le long terme. Et le taux de rétention après cette marge-là est excellent. Oh, wow. Donc, on a vraiment des milieux très accueillants. Puis quand je dis des milieux, c'est qu'on a 5 agentes au total. Donc, on a le Fjord depuis très peu de temps. On a une agente au Fjord. On a une agente à Ville-de-Saguenay. Une agente pour Lac-Saint-Jean-Est, donc Alma, Saint-Gédéon, Sainte-Monique. On a une agente à la MRC Domaine-du-Roi, Saint-Félicien, Roberval et autres. Et il y a moi à Maria-Chapdelaine, Dolbeau-Mistassini, Normandin et autres. Donc, on a vraiment une belle équipe qui travaille en commun pour faire la promotion de la région. Mais quand vous arrivez et vous dites « D'accord, je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean », bien, vous avez 5 personnes qui sont capables de parler avec amour de chacun de leur territoire, mais qui vont vous aider à trouver le milieu qui vous convient le mieux. Comme moi, par exemple, si j'ai un candidat qui me dit « Moi, je ne veux pas m'acheter d'auto, puis je veux travailler en plein centre-ville, puis aller voir des spectacles à toutes les semaines d'humoristes », bien, moi, je vais dire « Je vais te contacter à ma collègue de Alma, puis ma collègue de Saguenay, tu vas être plus à l'aise. » Oui. Donc, on a une belle entraide, puis on est capable de trouver des milieux super intéressants pour tout le monde. Wow, j'aime ça, le cake j'aime. Restons dans le coin et parlons de la COVID. On sait, bon, c'est pas réglé. On sent une embellie depuis les dernières semaines et on est content. La MRC Maria-Chapdelaine, va prolonger ses programmes d'aide aux entreprises et le fonds d'urgence COVID pour aider jusqu'au mois d'avril. Donc, on va laisser aller le printemps en espérant qu'à partir de l'été, on puisse respirer mieux. Je pense que c'est une bonne initiative de la part de la MRC. C'est une bonne initiative, c'est super intéressant. Puis moi, ce que je suis contente aussi, c'est qu'on a des entreprises qui les utilisent. Ben oui. Je pense qu'on ne garderait pas le programme s'il n'était pas utile ou si personne ne l'utilisait. Bien, si personne l'utiliserait, soit le montant serait plus important pour les gens qui l'utilisent, soit il serait aboli. Mais si on les utilise puis que ça respecte les normes qui avaient été établies à la base, qui est des améliorations pour que ça reste, pour qu'on réponde aux normes de la santé publique, bien, ça a permis à des entrepreneurs d'ici de se réinventer, de commencer à faire de la livraison, de commencer à faire le service à la porte, de garder des emplois, d'offrir des nouveaux produits aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à offrir des nouveaux produits qui sont adaptés à la COVID, mais qui sont aussi, qui répondent à des besoins essentiels individuels. Quand je dis des besoins essentiels individuels, c'est vraiment des besoins où qu'une personne dit, pour sa santé mentale, elle aime ça faire de la couture. Ouais. Bien, c'est pas dans les essentiels gouvernementaux, mais une entreprise qui se dit
moi, je veux aider ma clientèle, ça aide beaucoup. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Reste à voir, ça va durer combien de temps et quels seront les critères. Parce que si on déconfine, est-ce que le fonds va continuer? Puis, jusqu'à quel point? Puis, est-ce que quand il va arrêter, ça, c'est une autre question, c'est quand il va arrêter, est-ce que les prix vont augmenter? Oui, il y a plein de questions autour de ça. Là. Il y a plein de questions autour de ça, mais c'est quand même le fun de voir que nos organisations politiques locales prennent les devants sur ces projets-là, puis que nos organisations politiques locales aussi écoutent nos experts dans le domaine du développement économique. C'est pas toujours le cas que les politiciens écoutent les différents experts. Donc, faut lever le chapeau dans ce cas-là. Super, ça, j'aime ça, j'aime ça. On va s'en aller du côté de Péribonka. Oui! On sait, là, il y a tout l'engouement ou l'effervescence autour du nouveau musée de l'espace muséal qui va être créé au centre-ville de Péribonka avec l'église, avec tout ce qui se passe. Et là, Péribonka a dit, ben là, tant qu'à attirer du monde, est-ce que ça serait pas le temps de refaire, en fait, la promenade sur le bord de la rivière Péribonka, qui est, pour passer régulièrement par là, je dirais pas nécessairement dangereuse, mais pas nécessairement sécuritaire non plus, là, parce que les autos passent très proches, etc. Est-ce que ça pourrait être une question de sécurité ou je dirais qu'elle était en mauvais état. Est-ce qu'elle était sécuritaire à certains endroits, qu'elle n'était plus? Non plus. Mais... on a vu depuis quelques années, là, il y a quelques véhicules qui ont passé tout droit d'ailleurs, là, que ça a amené le stop et tout ça. C'est une bonne initiative. Mais ça, ça n'a pas lien vraiment avec la promenade. Ça a vraiment un lien avec la 169 qui passe à l'intérieur. C'est quand même assez important. C'est assez imposant. On ne voudrait pas que quelqu'un qui soit sur la promenade se fasse happer par un véhicule qui décide de plonger dans la rivière. Non. Puis c'est rare qu'ils décident. Non, clairement. Mais depuis que je suis arrivée dans la région, que c'est un sujet pour les intervenants de Péribonka. Parce que c'est quand même la première chose qu'on voit avant même de voir le musée, avant même. C'est magnifique, là. Le paysage est super beau, mais est-ce que ça intéresse les gens de s'arrêter pour en profiter de la présente promenade? Bien, il y a toujours la question que j'ai, c'est des fois, je me dis, je pourrais arrêter, là, tu te stationnes où? C'est comme pas clair là, comment on y a accès quand tu veux juste passer puis aller prendre une petite marche. Là. Ben oui, de dégourdir les jambes, aller profiter du bistrot. Donc, tu sais pas où trop arrêter, mais c'est aussi que moi, en poussette, j'aurais pas été à l'aise. Parce qu'il y avait des bouts que le trottoir était un peu penché, proche de la route. En hiver, il n'y a pas un grand dénivelé entre la route et le trottoir. Donc, moi, je suis vraiment contente pour les intervenants que ça fait longtemps qu'ils demandent. Les intervenants du niveau du tourisme, mais aussi du loisir à Péribonka. Puis, je trouve que ça fait une bonne continuité avec le projet d'espace muséal. Absolument. Parce que ça va être nécessaire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a une portée aussi intergénérationnelle. Oui, puis moi, je vais aller plus loin. Moi, tu sais, je prends l'exemple de Val-Jalbert. Des fois, on va y aller parce qu'on a le goût de voir les vieilles maisons, l'histoire, etc. Il y a plein de fois que tout ce qu'on a le goût, c'est d'aller marcher, monter jusqu'à la chute. Donc, je pense que mixer les deux attraits, si tu vas au musée, tu vas te promener sur le bord de la rivière, c'est magique. Là. Je ne vois pas de raison, d'ailleurs, quelqu'un qui arrêtera au musée qui n'aille pas se promener, et vice-versa. Bien, je pense aux cyclistes aussi. Ben oui. Aux cyclistes, aux utilisateurs de la marina aussi, ceux qui viennent, qui vont juste... Ils arrêtent à la marina, vont manger au bistrot, mais tu n'es pas obligé de faire juste bistrot-marina. Tu peux te promener, puis ça va être beaucoup plus facile d'accès pour quelqu'un qui arrive de la marina ou qui décide de se stationner plus éloigné, plus à l'ancien emplacement du musée Louis-Aymon. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce terrain-là. Mais ça va donner beaucoup plus d'intérêt là-dessus. Moi, j'ai pas vu le projet au complet, mais j'espère qu'il va prolonger cet espace-là. Parce que c'était dans les cartons des différents intervenants, parce qu'il y a un espace entre Sainte-Monique et Péribonka où il y a beaucoup de chalets. Puis il y a beaucoup de gens qui disent « J'aimerais ça, moi, prendre ma marche, mais me rendre jusqu'à la promenade. » Donc, j'espère qu'ils vont la prolonger jusqu'à l'espace des chalets pour que ça soit plus accessible à pied, de manière piétonnière pour les utilisateurs des chalets. Il faut savoir qu'à Péribonka, plus de 50 de la population est saisonnière. Donc, ça va être un bel attrait, ça va être un bel outil de promotion du tourisme, oui, mais ça va être aussi... Quand je dis que c'est intergénérationnel, c'est que autant les jeunes familles avec les poussettes puis les enfants, ça va être plus sécuritaire, plus agréable, plus le fun à faire. Puis en plus, en plein milieu du trajet entre les deux, tu as l'espace muséal où il va y avoir des installations, où il va y avoir pour les enfants, puis que ça va être adapté. Mais pour les aînés aussi, les personnes qui veulent rester actives, mais qui ne savent pas où marcher de manière sécuritaire,
Quand tu as des problèmes déjà de mobilité, tu es sur tes deux jambes, mais c'est pas toujours facile, bien, marcher sur un trottoir qui fait une courbe, c'est dur puis ça fait mal. Donc là, en le rétablissant, bien, on va voir beaucoup plus d'activités, on va voir beaucoup plus de gens de Péribonka s'approprier son bord de l'eau. D'ailleurs, on veut créer un espace communautaire où que les gens vont utiliser. Hein? Oui, puis la marina est magnifique, elle est splendide. C'est comme si... Bien, la marina, on voit juste le bâtiment avec les toilettes quand on est sur la route. Mais quand on va prendre le temps de voir la promenade, bien là, ça va... Comment je pourrais dire? C'est comme si la première impression de quelqu'un qui n'a jamais été à Péribonka, c'est ça. Il n'a pas le goût d'aller plus loin. Tandis que là, en marchant, il va pouvoir admirer la rivière, mais voir en surplomb la marina. Même en passant en voiture. Même en passant en voiture. Il faut que tu conduises. Tu peux pas non plus, mais c'est inconscient, la première impression. Hein? Mais quand tu vois une structure qui est propre, qui est droite, qui est incitative, même si tu y passes juste 2 secondes, bien, le 2 secondes en question va semer la graine de dire « Ah, la prochaine fois, je vais peut-être arrêter pour prendre le temps. » Tu sais? Arrêter en famille, tout ça. C'est vraiment une initiative qu'on souhaite qui se développe. Bien, je suis contente parce que Péribonka, c'est quand même un milieu très dynamique, avec beaucoup de bénévoles. Puis c'est la porte d'entrée de la MRC? Une des portes d'entrée de la MRC? J'ai déjà entendu l'intervenante, Patricia, une des membres de l'équipe, me dire « On est la porte d'entrée touristique. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est la première ville touristique qu'on parcourt quand on rentre dans la MRC à partir de Saint-Monique. Il ne faut pas gâcher cette première vue-là. Je suis d'accord. Bravo, on souhaite que le projet aille au bout. Oui. On va parler maintenant d'un autre projet, un projet pilote avec le système de justice qu'on essaie ici. C'est un nouveau programme de déjudiciarisation, pour les personnes avec des problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que quand on est accusé au criminel et que mais si on démontre qu'on a des problèmes de santé mentale, tout ça pour donner une meilleure aide aux personnes et surtout leur éviter d'avoir un casier judiciaire parce qu'ils ne sont pas nécessairement tenus criminellement responsables à cause de leurs problèmes de santé mentale. Il me semble que c'est une idée qui me semble correcte. Ouais. C'est une belle idée, mais selon moi, c'est on ne travaille pas en amont du problème. Oui, je suis d'accord. On ne travaille pas en amont du problème qui est de... donner plus d'aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a beaucoup d'aide. Il y en a beaucoup, mais on a encore un stigmate face à ça. Ben oui. On a encore un stigmate culturel parce qu'on a beaucoup d'organismes d'aide là-dedans. On a beaucoup d'organisations qui veulent aider, qui veulent rentrer en contact, qui veulent sensibiliser, mais qui veulent aussi vulgariser c'est quoi la santé mentale. Pas juste les problèmes, c'est quoi la santé mentale en général. T'sais, on parle souvent des problèmes de santé mentale, mais à la base, c'est quoi avoir une bonne santé mentale? Ouais. Donc, vulgariser ce point-là, mais aussi parler à l'ensemble des citoyens pour dire un schizophrène, c'est pas absolument d'entendre des voix, puis c'est pas quelqu'un qui est juste dans sa bulle. Une personne qui est bipolaire, quelqu'un qui est borderline, un TDAH. Donc, il y a tellement de termes, il y a tellement de choses au niveau de la santé mentale que il y a beaucoup d'organismes. Mais culturellement, nous, est-ce qu'on est capable d'en parler? Est-ce qu'on est capable de ne pas se sentir attaqué lorsque je dis prends donc soin de ta santé mentale un petit peu. Puis les gens ne réalisent pas que c'est une maladie. T'sais, si quand tu dis « Ah, j'ai la grippe aujourd'hui », ben couche-toi le bonheur, bois de l'eau, mange des oignons, puis ça va passer. Mais quand on dirait qu'on parle de santé mentale, on a tout le temps des commentaires plutôt « Ben là, prends-toi en main. » C'est ça. Non. Ça reste une maladie où il y a des solutions. Il faut être capable de les appliquer, de les diagnostiquer. Puis il ne faut pas être stigmatisé, il ne faut pas être mis à l'écart lorsqu'on décide de le faire. Puis ça, c'est un gros problème. C'est une grosse chose. Puis quand je dis on ne le fait pas en amont, là, depuis le début de la crise, puis en plus, avant la diffusion de notre émission, ça va être belle cause pour la cause. Bien, c'est se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on garde bien notre santé mentale? Puis que quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il y en a que c'est neurologique, il y en a que c'est comportemental. Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ne pas se sentir coupable d'avoir besoin d'aide. Ne pas se sentir coupable aussi de dire, parce que c'est encore un stigmate bien important qu'on a ici. Ah, prends pas ça, ces pilules-là, ça va t'empoisonner. Tu es capable de pallier d'une autre façon. Non. Non. Quand tu es rendu à devoir prendre de la médication, dites-vous que les gens ont essayé. Oui.
Les gens ont essayé plein de façons. Puis les problèmes pour revenir, c'est dans le fond, c'est un peu décriminaliser, c'est déjudiciariser, c'est que la personne est passée au criminel, puis on veut enlever son dossier pour l'aider à se rechercher un emploi. Parce qu'imagine, tu as un dossier criminel, puis tu as un problème de santé mentale, quel employeur va te prendre? Même si tu veux, même si tu forces, puis tu démontres tes intérêts, très peu d'employeurs vont... Oui, puis tu vas être porté même à cacher tes problématiques dans une entrevue d'embauche pour pas... parce que il y a une espèce de honte aussi associée à ça. Puis on se retrouve dans un cercle vicieux qui fait qu'on retourne de plus en plus vers la dépendance. Parce que les problèmes, par exemple, de drogue, quand je dis c'est des problèmes de drogue, c'est une consommation accrue, incapable d'en parler, à avoir le sentiment d'en avoir de besoin, de le faire tout seul. Donc ça, c'est des problèmes. Bien, ça amène à la criminalisation, que ce soit pour aller être capable de le payer, que ce soit pour avoir le stock. Ça peut amener à ça. Puis santé mentale, l'utilisation des drogues, oui, il y a un lien, mais il n'y a pas juste ça, là. Mais... Tu as perdu ton idée? Oui puis non. C'est que j'essaie de trouver comment l'exprimer. C'est que de cette façon-là, lorsqu'on diminue l'impact, qu'on accepte plus le fait que la santé mentale fait partie d'une santé globale, que les gens peuvent en parler autour d'eux, qu'ils peuvent avoir un réseau social, pas besoin d'aller voir des intervenants tout le temps, juste être capable d'avoir un milieu de vie social sain, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. On va se le dire, bien franchement. Ben non. Puis de reconnaître qu'on a un milieu social qui n'est pas sain, bien, on pourrait énormément améliorer les choses. Donc, moi, je trouve que oui, ça va être pallier à un problème, le projet de déjudiciarisation. Mais ça va juste comme enlever les symptômes d'un problème qui est plus profond. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste d'autres pas à faire. Bien, je dirais que c'est un pas de correction. Tu sais, c'est une façon de corriger un problème qui est plus racinaire. Mais il faut penser à régler la racine, puis ça ne sera pas une institution gouvernementale qui va être capable de le faire, ça va être chacun. Chaque personne qui va se sensibiliser puis qui va être prêt à parler de santé mentale. Merci, c'est un beau témoignage que tu as fait là. Ben, c'est pas tant un témoignage, selon moi, que plutôt une analyse. Une analyse, parce que je n'ai aucune gêne à le dire que moi, je vis avec des troubles de santé mentale. Puis c'est lien neurologique, mais aussi comportemental. Puis je ne rentrerai pas trop en détail. Ouais. Mais le plus important, c'est d'avoir un milieu avec lequel on peut en parler. Moi, quand j'ai annoncé mon trouble de santé mentale à mes parents, j'avais peur qu'ils disent qu'il y a un problème. Puis sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils disent « Enfin! » Excusez. Non, mais on rit. Tout le monde le savait. Non, c'est pas tout le monde le savait. C'est que mon père m'avait dit on savait plus quoi faire. On t'aime, puis on veut, mais on comprenait pas ce qui se passait. On comprenait pas, puis, tu sais, on est 3 enfants, 3 caractères différents, puis on savait pas. On savait pas qu'est-ce qui se passait, puis on est content que tu aies été faire ça, puis on est content que en ayant ce diagnostic-là, quand on a un diagnostic, quand on a un nom, on a les outils qui viennent avec. Bien là, je peux te dire merci pour ton beau témoignage. Ça fait plaisir. On va s'en aller à Saint-Gédéon, de l'autre côté du lac. Moi, j'habite à Saint-Gédéon, je suis très fier de cette nouvelle-là. Le Musée des glaces, une super belle initiative. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un musée extérieur de statues de glace qui est sur le lac Saint-Jean. Donc, on va marcher sur le lac pour aller admirer les statues, profiter du plein air, marcher, puis en même temps avoir des œuvres d'art créées dans la glace. Je trouve que c'est une super belle initiative. Je ne suis pas encore allé, mais je vais y aller ce week-end-ci ou l'autre après. C'est prévu. Là. Mais je trouve que c'est une belle initiative. Tu sais, comment on est capable de se renouveler en temps de COVID, attirer des gens, favoriser les saines habitudes de vie, aider des artistes à créer des choses. Je trouve que c'est un beau projet qui mélange plein de choses puis qui sont positifs dans tous les sens. Bien, ça fait un cadre sécuritaire au niveau de la santé. Oui, ça permet de faire les artistes, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on vit notre nordicité, on vit le nord, on vit la neige, puis c'est pas si frais que ça, là. Surtout pas cet hiver. Puis moi, je dis souvent aux gens qui n'aiment pas l'hiver, si vous n'aimez pas l'hiver, c'est parce que vous n'en profitez pas. Si tu restes chez vous en disant « il fait frais, j'aime pas ça », bien, tu te convaincs à quelque part de ne pas sortir et de ne pas en profiter. Mais au moment où tu mets les pieds dehors et tu en profites, c'est agréable l'hiver. Bon, pas à moins 40, là, mais tu sais, dans les températures qu'on a en ce moment, c'est hyper agréable. Bien, sais-tu qu'en hiver, il y a plus d'oxygène dans l'air qu'en été? Non.
Non, ben c'est étant donné que l'air, comme l'eau, lorsque ça congèle, ça se rétracte, ben l'oxygène aussi a plus de place dans l'air. Donc, quand on respire, les coureurs vous le diront, on est beaucoup plus oxygéné quand on fait des sports à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est vivifié quand on sort en plein hiver. Puis en plus, on peut attraper des coups de soleil. Oh, cool. Parce que la neige reflète le soleil. On y pense pas. Donc, c'est pas juste il fait fret. Habille-toi comme il faut. Ça, je le savais, parce que quand je suis allé travailler dans le Grand Nord du Québec avec les Inuits, on était obligé l'hiver de mettre des lunettes avec juste une fente, là, parce que c'est trop éblouissant pour les yeux. Donc, mais moi, je trouve ça le fun. J'ai le goût d'y aller. Ça va être voir l'occasion. Puis Saint-Gédéon, je vois aussi qu'il y a des super de beaux projets qui s'en viennent. Oui, là, il y a l'église. On parle de trouver une nouvelle vocation à l'église. On est là-dedans aussi. Bien, 50 du budget a été fait par le gouvernement pour changement de vocation des structures paroissiales, des structures religieuses, plus exactement. Puis, j'ai trouvé que la ville... L'organisation a fait une très belle négociation avec le diocèse parce qu'ils ont accepté de dire on va racheter, mais on va la modifier avec un projet que vous acceptez. Mais tout ce qui est lucarne, tout ce qui est l'autel, avec quelques bancs, va rester sacralisé. Oui, un peu comme c'est le cas à Saint-Fulgence, entre autres, là, où quand tu entres dans l'église, il y a tout pour faire une messe, mais en même temps, tu es aussi sur un terrain de basketball. Oui, mais c'est pas aussi extrême qu'à Saint-Stanislas. Non. Ou à Saint-Stanislas, l'église a été redonnée complètement à la municipalité. Désacralisée. Désacralisée. Puis moi, j'avais adoré ce que le prêtre avait dit lorsqu'il a fait la désacralisation. Il a dit, à la base, une église, c'est pour la communauté, c'est un lien communautaire. Donc, si ce n'est plus la place de l'église d'être un lien communautaire, à l'église avec un grand « E », bien, on est mieux de redonner le bâtiment pour que le monde se le réapproprie et redevienne une communauté. Ça, j'ai fait Ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Puis on voit aussi que Saint-Stanislas, c'est une des rares villes qui ont, depuis l'installation, puis ils n'ont pas d'école primaire, il ne faut pas oublier. Ils n'ont pas d'école primaire, ils n'ont pas d'école secondaire, ils n'ont pas de clinique, mais ils ont un bilan démographique toujours en hausse depuis. C'est génial. Une petite dernière nouvelle avant la pause, rapidement. Je veux parler, les impôts s'en viennent. Bon, c'est un moment où on aime plus ou moins, là. Mais il y a eu une espèce d'avertissement fait par notre député Alexis Brunel-Duceppe pour dire, vérifiez quand vous recevez vos T4 s'il n'y a pas eu de l'argent qui, normalement, que vous n'avez jamais eu, mais qui se retrouve là, parce que peut-être que vous avez été victime de fraude, entre autres avec la PCU. On sait qu'il y en a eu beaucoup, puis c'est très complexe. Donc, juste prendre le temps d'être vigilant, en fait, dans vos T4, de valider que l'argent qui est là, c'est bien l'argent que vous avez reçu, puis vous n'avez pas été victime de fraude. Ça pourrait vous éviter beaucoup de problèmes, puis à payer les choses que vous n'avez pas à payer, en fait. Bien, payer les choses que vous n'avez pas payées, mais aussi cibler les paiements en question. Parce que lorsque vous appelez, par exemple, à l'Agence du revenu du Canada pour dénoncer cette situation-là, vous êtes quand même capable de dire, bon, j'ai eu ces montants-là, ça, je n'ai pas eu ceux-là. Bien, dans leur système, ils sont capables de voir, OK, quel changement est arrivé à ce moment-là. Le très bon système du gouvernement fédéral. Il est bon, mais il n'est pas accessible. OK? Il y a des gens très compétents, mais essayer de les rejoindre, c'est un autre problème. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi quand vous appelez au gouvernement du Canada. Quand on a la ligne, c'est génial. Quand on a la ligne. Mais tu as toujours la ligne très facilement quand tu veux leur dire « Hey, je voudrais te payer mes impôts. » Là, écoute, tu n'as jamais de problème de parler à personne. Mais quand c'est le moment de régler des problèmes, là, mon Dieu, Non, moi, j'ai eu bien de la misère. Ben de la misère. Ben de la misère. Puis mon conjoint qui n'est pas du tout affaires électroniques, je te dirais qu'on a eu seulement la semaine dernière le code d'accès pour savoir combien il devait payer pour l'impôt 2019. OK. Je sais pas. On est dans... Donc, quand on leur a dit, on veut juste savoir combien on vous fait le chèque, faut attendre d'avoir votre affaire par la poste. Parce que ça fait 3 fois que je vous le demande par la poste. Puis je le reçois pas. Ouais. Ben écoute, plus c'est gros, plus c'est complexe. C'est pour ça que je suis un grand apôtre de la décentralisation. La subsidiarité, c'est le secret selon moi. Hey, Joanie. Oui. On prend une petite pause. Oui. On revient tout de suite avec des nouvelles nationales et internationales. À tout de suite. C'est important d'avoir un bon coussin pour amortir les coups, pour se sentir en sécurité, pour être à l'aise.
Mais le meilleur coussin, on l'obtient en mettant de l'argent de côté avec Épargne Placement Québec. Profitez de produits d'épargne garantis à 100% en visitant le epq.gouv.qc.ca. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. On est de retour, j'espère que vous avez passé une belle pause, vous avez fait un petit café ou un petit lunch, dépendamment à quel moment de la journée vous nous écoutez. Allons maintenant à des nouvelles plus nationales. Premièrement, on parlait de couvre-feu. Il y avait une grande problématique, entre autres, avec les itinérants. Et puis là, les tribunaux ont donné raison aux itinérants en disant non, vous n'êtes pas soumis au couvre-feu parce que vous n'avez pas de lieu pour vivre. Je pense que c'est... Parce que, tu sais, un itinérant, tu lui donnes un ticket de 1500$. Il ne sera jamais payé. Ben, il ne sera jamais payé. Puis il je devient trouve criminel. que c'est contre-productif. Parce que, je veux dire, eux, là, ils veulent... Tu sais, c'est une grande problématique, l'itinérance. Est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé au tribunal aussi rapidement? C'est qu'il y a eu un décès à Montréal. Une personne qui était habituée avec un centre d'aide aux sans-abri, puis le gouvernement local a dit non, tu dois fermer à 7h30. Mais lui, il était habitué d'arriver à 9h30, puis il n'y avait pas eu d'annonce, rien. Donc, il a été obligé de dormir Même dehors. s'il y avait eu une annonce, je veux dire, ils ne sont pas branchés sur une nouvelle. Non, mais imagine, il n'y a pas eu d'annonce. Ah ouais. Et la personne est décédée de froid à l'extérieur. Donc, c'est pas juste l'argent, c'est que là, on bloque l'accès aux services des personnes qui sont déjà vulnérables sous principe de santé publique, tout en leur tapant sa tête pour dire « t'as pas de toit ». J'ai bien aimé, il y a Roman Frésinet, un humoriste français, qui avait sorti une phrase, il dit « Faut-tu être rendu bas, OK, en tant que gouvernement, pour taper sa tête, pour jeter dehors quelqu'un qui a déjà pas de maison? Comment tu peux jeter dehors quelqu'un qui est déjà dehors? Comment tu peux dire expulser ou faire respecter le couvre-feu à quelqu'un qui n'a pas de maison? Il dit, le critère devrait être, si ta maison est déplaçable à 2 personnes avec toi dedans, tu devrais pas avoir de tu devrais pas avoir de ticket parce que déjà, tu es dans... Ouais. C'est important, comment je pourrais dire ça? C'est que les policiers, dans cette situation-là, doivent à la fois faire du zèle et pas en même temps. On a une situation où il y a beaucoup de gens qui abusent de différentes conditions du couvre-feu. Comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a des personnes qui se promènent avec une laisse, ils n'ont pas de chien, puis ils vont dire aux policiers « Ah, j'ai perdu mon chien. » Non, ils savent. Ils savent. C'est quoi ton adresse? Est-ce qu'il y a un chien enregistré? Non, ça finit là. Il y a beaucoup d'abus. Mais lorsque la personne est itinérante, puis en plus, elle était connue des policiers, du système policier, ou encore elle peut être attachée à un centre, une personne, il faut être conséquent. Ouais, puis c'est dur d'avoir de l'humanité quand ton rôle, c'est de faire respecter des règles qui sont très
sont très administratifs. Ils sont très administratifs, puis je voudrais pas être à la place des policiers, puis c'est surtout non, je leur lance pas la pierre. C'est leur mandat, là, tu sais. C'est leur mandat, puis ils ont beaucoup de pression de la part de la santé publique, de la sécurité publique. Reste à voir si, étant donné que les tribunaux leur donnent la liberté, j'espère qu'ils vont donner la liberté aussi aux centres d'aide, aux centres d'hébergement, de rester ouverts toute la nuit. Ah oui. Mais aussi la possibilité aux policiers de, quand ils voient quelqu'un, parce que ça existe. Alors maintenant, on a la ligne 211 dans la région, mais ça existait à Montréal depuis très longtemps, qui appelle et dit c'est quoi les services communautaires qui sont disponibles ce soir? Quelles sont les places où il y a de la place? Et tu dis à la personne itinérante, hey, il y a de la place à tel endroit, est-ce que je te fais un lift? Ouais. Tu sais, maintenant, les policiers ont besoin de faire ce travail de travailleur social. Oui. D'où l'idée des escouades mixtes, que je trouve une très bonne idée. Puis l'idée du 211. C'est parce qu'on a déjà une pénurie de travailleurs sociaux au Québec. Déjà. Mm-hmm. Mais le 211, c'est comme Info Santé, Info Social, mais c'est les organismes communautaires. Donc, un policier est capable d'aller chercher l'information directement. Un policier, mais nous-mêmes aussi. Nous-mêmes, on peut appeler le 211. Je me trouve dans une situation financière précaire. J'appelle. Oui, j'habite à tel endroit. J'ai telle situation. Est-ce qu'il y a un organisme local qui peut m'aider? Oui, voici les coordonnées. Il n'y a pas de stigmatisation. Ça se fait anonyme. Tu peux parler de toute problématique communautaire. Bien, tu peux être donc, je trouve ça super qu'on ait le 211. Mais pour les sans-abri, là, on a vu ce tribunal-là. Mais dites-vous que ça n'arrive pas juste à Montréal. Non. Non, on en a à Saguenay, mais on en a aussi à Maria-Chapdelaine. On en a aussi à Domaine-du-Roi. Ils sont moins visibles. Une personne sans-abri, c'est une personne qui n'a pas d'adresse fixe. La personne qui habite chez son frère en attendant de se refaire, puis que finalement, il s'en va à une autre place, puis il s'en va à une autre place, c'est un sans-abri. Il n'est pas obligé d'être dans la rue. Donc, je suis bien heureuse pour eux. Reste à voir comment ça va s'appliquer dans les régions où l'itinérance n'est pas visible. D'accord. Hey, on voit depuis plusieurs semaines, bon, le niveau des cas diminue drastiquement dans la région. Il y a un moment où on était à 200 cas par jour. Là, on est à 10-15 cas. C'est très, très positif. Le gouvernement a déjà dit, bon, la semaine prochaine, on risque d'annoncer des allègements pour certaines régions. Donc, on a un certain retour au code de couleur pour aider. Moi, je pense au cas, entre autres, de la Côte-Nord, où ils ont 10 cas là, depuis pas vraiment de temps, mais qui sont sous le couvre-feu. Mm-hmm. Donc, un certain retour à une pseudo-normalité. Bon, d'un autre côté, il y a des gens qui disent attention, on est d'accord, tout le monde a le goût, mais on ne veut pas revenir. On ne voudrait pas déconfiner pour reconfiner dans 6 mois parce qu'on a perdu le contrôle. Donc, ça va être de trouver l'équilibre là-dedans. Mais, outre ça, ça reste très positif. Puis moi, je pense que ce qui nous a permis de faire ça, c'est nos grands espaces, puis comment on peut profiter de l'extérieur. Puis on n'est pas pris dans une ville, en fait, là, tout le temps à côtoyer des gens très proches. Je pense que c'est une source de... Puis je pense qu'on s'est mis à respecter aussi, en grande majorité, là, les consignes. Je pense qu'on voit que ça fonctionne. Oui, on voit que ça fonctionne, mais moi, il y a une chose, je ne serais pas pour un déconfinement tout de suite. Ça fait combien de mois que nos intervenants en santé, ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de relaxation, ils n'ont pas de moment pour eux. Si rester confinés 1 ou 2 semaines de plus permettrait à des infirmières, à des préposés aux bénéficiaires, à des médecins de prendre des vacances avant de revenir, moi, je serais prête, je parle de mon opinion personnelle, mais moi, je serais prête à rester confinée plus pour permettre à ces gens-là de prendre enfin un break. Parce que... mais là, ce que je veux mettre dans l'autre... Je suis vraiment pas en désaccord avec ce que tu dis, mais ce que je veux mettre de l'autre côté de la balance, c'est les travailleurs de la culture, les travailleurs de la restauration, tous ceux qui sont en attente justement de pouvoir retourner au travail. Eux, là, ça a un effet aussi très important sur leur santé mentale, leur santé financière, etc. Puis je pense qu'on pourrait trouver un équilibre entre les deux, non? Oui, mais c'est pour ça que, moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, on va retourner en zone orange, on va retourner en zone jaune, en zone verte. » Calmez-vous. Calmez-vous. OK, 2021, présentement, les vaccins, on ne sait pas quand ils vont arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ça m'étonnerait beaucoup que nous, la semaine prochaine, on retombe en zone orange. Parce qu'on n'a pas encore de dose de vaccin qui va s'arriver. Donc, on va se calmer tout de suite. Mais il y a d'autres façons aussi d'encourager nos entreprises locales. Depuis l'annonce qu'à partir du 8 février, on va être capable de faire des prises à la porte, de prendre des rendez-vous et autres, on va être capable quand même de trouver des alternatives où on va pouvoir aller voir nos restaurateurs préférés, on va pouvoir aller... Puis
on va être encore en zone rouge, mais on va être capable de s'adapter. Moi, c'est plutôt ça. Je veux pas... moi, personnellement, même si on tombe en zone orange, tant que les professionnels de la santé vont pas faire... ben, je vais pas me réserver un resto tout de suite. Mais non. Mais je vais plutôt appeler mon restaurateur préféré qui est ouvert, puis je vais faire mon menu, puis je vais prendre un take-out, puis je vais y aller. En tout cas, moi, j'aimerais ça. Là, je pense qu'avec le retour de l'été, ça a bien été l'été dernier. Je pense que là, il y a de quoi à faire, mais... En tout cas, moi, je serais prêt à attendre jusqu'au mois d'avril-mai, mais tu sais, à un moment donné... Mais avril-mai, c'est déjà... Regarde, on est au mois de janvier. Février, mars, avril. Oui, mais c'est 3 mois, là, quand t'es dans la détresse psychologique. Et puis dans les détresse financière. Ouais, puis... oui. Je veux dire, c'est long, 3 mois, là. Oui, mais je parle pas d'être 3 mois dans le rouge. Mais se dire... Puis on parle pas de 3 mois. Moi, je te dis, par exemple, moi, là, on est rendu à 10 CA par jour. Yes, génial. Mais si tout le monde fait « Ah, on est juste rendu à 10 CA, puis on retombe à 300 », c'est pas plus gagnant, ni pour nos intervenants en santé, ni pour nous de retourner en confinement encore plus longtemps. Je préfère de manière beaucoup plus par prudence, par préventivité, de dire je préfère rester confiné un peu plus longtemps, mais avoir la flexibilité pour encourager mes entreprises locales. Tu sais, les services de livraison ils sont géniaux, là. Moi, je t'ai-tu raconté au mois de mars, quand on a eu le premier confinement, ma laveuse a lâché. Bien, j'ai appelé Gagnon Frère à 9 h. Il était à 11h30, c'était chez nous. Puis mon ancienne laveuse sécheuse, il y a quelqu'un d'autre qui est parti avec à 1h30 de l'après-midi. Bien, je veux ça. On veut que les services rouvrent, mais ça sera pas pareil. Puis il va falloir faire chacun nos efforts de notre côté. C'est pas « Wouhou, on est déconfinés ». Non. Aidons un peu nos intervenants de la santé, mais aidons aussi notre vie économique. Il y a des solutions qui s'en reviennent à partir du 8 février. Moi, j'ai commandé mon lave-vaisselle. Il est arrivé depuis le 15 janvier. Mais j'ai pas le droit d'aller le chercher avant le 8 février. J'ai hâte en temps de l'avoir. C'est le fun de faire la vaisselle. Moi, j'en ai un lave-vaisselle, je l'utilise pas. Ça fait 3 ans que je l'ai pas utilisé. J'aime ça faire la vaisselle. Bien, je te dirais que pour la santé de mon couple, c'est important. Mais tu comprends que, oui, c'est le fun d'avoir de l'espoir. Mais il faut quand même faire le processus, bien pas le processus, comment on appelle ça, faire penser en prévention, mais aussi en solidarité avec nos intervenants de la santé. Bon, maintenant, je vais t'amener dans l'espace, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup ceux qui font des blagues avec, tu sais, sur Internet, on fait des blagues un peu avec l'actualité, on a vu Bernie Sanders dans plein de situations. Et là, j'ai vu, je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan de Alien dans le temps que c'est sorti, c'était « Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier ». Et là, j'en ai vu un où c'était « Dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier après tes employés » avec une photo de Julie Payette. Je veux qu'on parle de Julie Payette. C'est un peu désolant, cette situation-là, de s'apercevoir qu'une personne dans un poste d'autorité, mais écoute, complètement... démesuré. De toute façon, un poste qui ne sert plus à rien. Là, je veux dire, dans notre démocratie, le gouverneur général, ça n'a aucune utilité réelle. C'est vraiment symbolique. Là. Très protocolaire, très symbolique. Et on investit de l'argent là-dedans. Écoute, c'est dégueulasse comment il y a de l'argent qui est investi dans tout ça. Et là... on tombe sur une gouverneure générale que j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas lu le rapport encore, mais je veux dire, quand tu as 100 personnes qui témoignent contre toi, qu'on parle d'un rapport à corps blanc, assez pour que la personne démissionne, essaie même pas de se défendre, puis là, on va engranger un salaire à vie en plus derrière tout ça. Moi, j'ai une grosse problématique avec ça, surtout dans un poste qui a aucune importance réelle. C'est un poste qui est plus patrimonial que utile. Parce que ça fait partie de l'histoire. Puis moi, je te dis, moi, je suis pour l'abolition de ces postes-là parce que ça fait plusieurs gouverneurs généraux. On a au Québec et au Canada qu'il y a des scandales de différence, soit des dépenses, soit des ressources humaines et autres. Donc, on en a plusieurs. Non, mais fondamentalement, depuis 1931 puis le traité de Westminster, le gouverneur général n'a aucun pouvoir réel. Non, il représente puis maintenant, un pouvoir qui n'a plus de pouvoir sur le territoire. Il y a un pouvoir, c'est lui qui va proroger le Parlement, qui va lancer les élections, mais c'est toujours à la demande du premier ministre. C'est protocolaire. Absurdité. C'est protocolaire, OK? Je suis tout à fait d'accord. Mais si on y va vraiment pour le problème de ressources humaines, parce que c'est de la gestion de ressources humaines, c'est que les postes qui sont comblés de ce poste en particulier, bien... c'est nommé par des personnes qui ont une reconnaissance. C'est plus par compétence, c'est plate à dire,
mais c'est vraiment par reconnaissance. C'est comme c'est un hommage, c'est un cadeau qu'on leur offre. C'est une reconnaissance d'avoir le poste de gouverneur général, une reconnaissance d'une histoire, de reconnaissance des capacités, d'un changement qu'on a fait dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est des bons gestionnaire. Non, ben même au gouvernement. Là. Ça ne veut pas dire que c'est des bons gestionnaires. Puis, on en a vu, c'est pas notre premier scandale. Julie Payette, c'est à propos des ressources humaines, mais notre dernière qu'on a eue au Québec, là, les dépenses qu'elle faisait en lingerie. Tu parles de Michaël Jean ou tu parles du lieutenant-gouverneur là, qui était en chaise roulante? Ouais. Non, mais elle aussi, c'est de la fraude totale. Mais ces gens-là ont été accusés. Là. Bien, ils ont été accusés, puis Julie Payette va être accusée aussi pour harcèlement psychologique. Ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Ça ne peut pas rester parce qu'il y a même eu c'est sorti ce matin, le 28 janvier. Qui a quand même eu des contacts physiques. Là. Des contacts physiques. Donc, ça va aller au criminel. Ça, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Mais si on doit absolument garder ce poste-là, pourquoi on n'a pas un directeur général? Parce que là, tu parles d'une personne qui doit faire de la représentativité, puis qui n'a souvent aucune connaissance en gestion des ressources humaines, aucune connaissance en gestion, puis tu as plus de 250 employés. Oui, mais pourquoi on ne l'abolit pas? C'est parce que c'est complexe. Il faut que tu rentres dans la Constitution, il faut que tu ouvres la Constitution, il faut l'accord des 10 provinces. C'est pas rien qu'une modification constitutionnelle comme pouvait l'être Meach ou Charlottetown. Un gouverneur général pourrait dire, bon, ben moi, j'engage un directeur général. Parce que là, présentement, c'est cette personne-là qui doit organiser avec son assistant. Puis son assistant, souvent, c'est un ami. C'est pas quelqu'un qui a été recommandé que. Alors, dire non, moi, si le prochain gouverneur général rentre en poste, j'espère qu'il va faire ça. Un directeur général qui va être les ressources humaines, les finances et autres, qui va faire. Parce qu'au budget qu'il donne au gouverneur général, là, tu coupes la moitié puis tu es capable d'avoir un bip de bon directeur général. Tu coupes la moitié. Tu n'as même pas besoin de la moitié pour avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus compétent pour la gestion des ressources humaines, tout en respectant les aspects politiques puis les aspects protocolaires de la personne. Puis, mais c'est aussi, ça va être un premier palier de sécurité entre le gouvernement puis entre le gouverneur général. Tu sais, quelqu'un qui va te le dire sans être de manière publique dans une grosse enquête, qui va dire « Hey, ce montant-là, là, ça passe pas. Je te le dis tout de suite avant que ça se retrouve à des gros montants. Ouais. Je te le dis tout de suite. Quelqu'un qui va prendre la responsabilité de tout ce qui est administratif, qui va être capable de surveiller les chiffres, qui va être capable de surveiller les ressources humaines. Mais en même temps, je pense que la solution la plus claire pour moi, c'est l'abolition totale de cette fonction stupide. Mais, tu sais... Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain, comme tu l'as dit, le protocole. C'est tellement complexe, là. C'est un énorme protocole. Il n'y a pas le gouvernement qui a le goût d'embarquer là-dedans. En plus, c'est une perte de temps. Bien, c'est une perte de temps, mais c'est jamais une priorité. Il y a toujours une autre priorité dans l'histoire. Absolument. Mais j'avais bien aimé quelqu'un qui dit, c'est comme marcher avec une pierre dans sa chaussure. Oui, ça te ralentit, mais arrêtez puis l'enlever, tu marches plus vite après. C'est vrai. C'est pas bête. Mais tu ne veux pas être la personne qui a aboli le poste de lieutenant-gouverneur. Tu ne veux pas être la personne qui va abolir le poste de gouverneur général. Mais avoir un directeur général, ça te permet d'avoir une sécurité. Quelqu'un qui va être structuré, qui va avoir, tu sais, dans son mandat, la gestion des ressources humaines, la surveillance des finances, tout ça, ça va aider beaucoup. Je suis d'accord, mais tu sais, quand on regarde là, fondamentalement le salaire du gouverneur général, là, si tu veux un directeur général en plus, quel salaire il va demander? Pas loin du même, là. Non. Je te dis pas d'augmenter le budget. Tu coupes au gouverneur général. Tu y vas sur le même budget. Tu rajoutes pas de l'argent, là, excusez, mais au prix, au montant qu'il y a. Puis en plus, le directeur général, à long terme, va coûter pas mal moins cher parce qu'il n'y a pas un salaire à vie. C'est un emploi. C'est pas honorifique, là. Mais moi, je reste fondamentalement convaincu qu'on devrait abolir ça, puis le Sénat. Le Sénat, en tout cas. Je suis d'accord. Puis le Sénat, je suis un peu moins, mais le gouverneur général ne sert plus à rien. C'est protocolaire, c'est un bibelot. C'est plate à dire, mais c'est un bibelot. Tu lui demandes ton opinion, il automatiquement il dit oui. Puis c'est tellement... Je pense que c'est arrivé une seule fois dans l'histoire qu'un gouverneur général, puis c'est pas arrivé au Canada, a dit non, on ne départ pas les élections. Vous devez vous entendre entre vous autres. Bien, c'est presque arrivé ici à l'époque de Stephen Harper, là, quand il a demandé la prorogation, puis que ça a été accepté par Michaël Jean, mais on ne sait pas ce qu'elle aurait fait parce qu'elle aurait eu... Bon, mais en général, écoute,
c'est une absurdité. Et en plus, c'est tellement notre passé colonial, parce qu'il ne faut pas oublier, le gouverneur général, c'est le représentant de la reine d'Angleterre au Canada. On s'en torche-tu de la reine d'Angleterre? Je suis désolé. C'est comme la seule ficelle protocolaire avec le Commonwealth. C'est tellement colonial, puis on a tellement le goût de sortir de ça. En tout cas, je vais changer de sujet parce que je vais dire des choses qui pourraient m'être reprochées par la reine d'Angleterre. Oh. On veut pas revivre le samedi de la matraque. Non! OK. Il nous reste 5-6 minutes. On va s'en aller à l'international. Bon, on a eu un gros changement dans le monde durant cette période des fêtes. Joe Biden a finalement été élu président des États-Unis. Avec ça, de l'autre côté, il y a une deuxième procédure d'impeachment qui a été mise sur Donald Trump, qui a passé la Chambre des représentants, qui est maintenant au Sénat. Bon, il ne faut pas oublier que ça prend le 2 tiers de la Chambre, donc il faudrait qu'il y ait au moins 17, presque 20 républicains qui votent du côté des démocrates. Mais on sent... Ça s'enligne pas mal pour ça. Ouais, mais tu vois, plus ça va, plus... Moi, je pense en fait que les républicains qui embarquent là-dedans, c'est juste qu'ils veulent pas que Trump se représente dans 4 ans. Bien, c'est ça le principe. Mais non, c'est ça le principe, mais là, ils veulent pas non plus perdre la face. Fait que je pense que... Moi, mon analyse des choses, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'il va finalement, le Sénat va refuser l'impeachment, mais au Parti républicain, ils vont faire quelque chose pour empêcher Trump de revenir dans 4 ans. Pas sûr. Non, mais on va voir. Non, moi, premièrement, Joe Biden, youhou! On va être capable d'arrêter de parler du président des États-Unis une fois par semaine. Hein? Première chose, notre émission est une fois par semaine. Hein? On en parlait quasiment toutes les semaines. Donc déjà là, moi j'adorais le New York Times. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit « Enfin un président extraordinairement banal ». C'est correct, on va avoir confiance, on va être capable d'y parler. Puis en plus, lors de son discours inaugural, il a été tellement rassembleur. Donc, tu sais, ça va être son gros défi parce qu'on a des extrémistes des deux côtés. C'est extrêmement polarisé. Oui. Donc, ça va être un gros défi pour M. Biden, mais ça reste quand même... On n'a plus la patate orange. Je suis tellement contente. Nos voisins, là, on n'a plus la patate orange. Justin Trudeau, il est content lui aussi, là, on se comprend. Mais, tu sais, le processus d'impeachment, il est nécessaire. Il est très nécessaire parce que... Là, on a eu clairement une tentative d'insurrection aux États-Unis. Puis là, tu vois, ça a amené des choses. Ici, on a reconnu les Proud Boys comme un groupe terroriste. On a fait attention, on a vu au Parti conservateur qu'on a expulsé M. Sloan qui avait reçu des dons de l'extrême droite canadienne. Donc, on veut s'éloigner de tout ça. Bon, pour M. O'Toole, c'est très clairement électoraliste, là, tout ça, là, parce que dans son parti, ça a dû brasser un peu de... Oui, puis... Mais voilà, ça a eu un effet dans le monde, là, ce qui s'est passé là, puis je pense que les États-Unis doivent prendre ça au sérieux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui étaient pas... qui restaient sympathiques à M. Trump, qui, à partir de ce moment-là, ont fait « wow ». Puis beaucoup de républicains ont fait « Non, on respecte les institutions ». Moi, je pense à John McCain, qui est un républicain convaincu, mais c'était le respect des institutions avant tout, ce que M. Trump n'a jamais fait. Bien, c'est pour ça que je te dis, moi, selon moi, les républicains vont voter pour l'impeachment parce que c'est rendu tellement fort ce que Trump a fait que Trump n'est pas les républicains. On s'en reparle il y a beaucoup, dans quelques semaines. Non, mais il y a quand même beaucoup des sénateurs, il y a beaucoup des gouverneurs américains, états-uniens, je préfère dire, états-uniens qui sont capables de dire, OK, ce que Trump a fait, c'est pas le Parti républicain. Bien, c'est ça qu'il va falloir qu'il fasse. Là. Ce n'est pas le Parti républicain, c'est Trump. C'est le premier... il y a quand même deux choses assez importantes qui sont arrivées dans les dernières semaines. Premièrement, c'est le premier président américain d'avoir une deuxième procédure d'impeachment dans sa carrière en 4 ans. Il n'a pas fait 8 ans. 4 ans. C'est énorme. Il y a beaucoup de places en plus qui ont banni, comme Twitter, Facebook et autres. Il veut encore avoir la protection présidentielle parce qu'il attend juste qu'il finisse son mandat pour être poursuivi. Ouais. Mais c'est aussi qu'il a fait une insurrection. Je pourrais tout faire la liste de ce qu'il y a. Puis l'impeachment, oui, ça ne changera pas le mandat qu'il vient de faire. Il n'a pas quitté avant. Ouais. Mais dans les autres nouveautés qu'il a faites, que j'avais oublié, c'est qu'il ne s'est pas présenté à l'inauguration pour Biden. Je pense qu'il y a eu, je crois, un autre... un mauvais perdant. C'est un mauvais perdant, puis il a été obligé de reconnaître qu'il avait perdu à cause de la... Ouais. Donc, c'est tout qu'un personnage.
Puis, pour la première fois aux États-Unis, le système américain est loin d'être parfait, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le check and balance. Donc, toutes les chambres avaient un peu un regard sur les autres. Et pour la première fois, on a arrêté de respecter l'institution des États-Unis. Puis, entre autres, Trump, il s'en foutait du check and balance. Lui, il voulait faire ce qu'il voulait. Mais il y a d'autres choses. Il a quand même été élu démocratiquement. Puis, tu sais, la démocratie, c'est ça. Fait qu'il a pu passer des mesures qui me plaisaient pas, mais je disais, c'est son droit. Sauf que là, au moment où on se met à mentir, puis ça, ben, on l'a noté à plusieurs reprises, et à inciter à l'insurrection, là, pour moi, il y a un grave problème. Oui. Et puis, il y a un manque de respect envers sa population, envers les institutions, envers son organisation. L'impeachment va va empêcher qu'il se représente, oui, mais va y enlever son salaire présidentiel à vie. Oui. Va y enlever aussi d'autres choses que... Mais je pense que l'enjeu majeur, c'est qu'il se représente. Oui, qu'il ne se représente pas, mais savais-tu que la procédure d'impeachment aussi va y enlever bien des choses au niveau historique aussi? Mm-hmm. Tu sais, les funérailles en grande pompe, ça ne sera pas en temps en grande pompe s'il perd son... Non, son puis quand tu vois des George W. Bush, des Mitch McConnell qui disent non, là, il faut que ça cesse. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, on va voir. Moi, ce que je trouve, c'est qu'aussi que l'arrivée de M. Biden est intéressante, mais en ce moment, il fait un peu comme quand Justin Trudeau est arrivé. On signe des affaires faciles à signer pour bien paraître. Là. On va voir avec le temps, en fait, aussi. Là, il met des plasteurs. Okay. Ouais, il met des plasteurs, puis il met des plasteurs pour encourager... 15 secondes. C'est pour encourager les citoyens à se dire, OK, on est dans une ère de changement, on change d'ère de Trump, parfait, mais en même temps, il n'a pas fait des gros changements parce qu'il y a encore de l'extrémisme supporter de Trump. Donc, il est beaucoup mieux de faire, voici ce qu'on est tous d'accord, voici ce qu'il ne fera pas trop de faire, de bien avoir la confiance de l'ensemble des citoyens pour ensuite faire les changements plus en profondeur. D'avoir un plan aussi contre la pandémie, parce que c'est quand même la place où il se parle le plus de monde dans le monde. Rapidement, une des choses qu'il a signé, et je suis super d'accord, puis mon conjoint qui ne connaît pas du tout la politique a fait « oui, je trippe », c'est qu'il a signé un décret disant que tout édifice fédéral ou lieu fédéral doit apporter un masque. Il ne se mêle pas de ce qui se passe dans les États. Il fait juste dire tout ce qui est fédéral, porter un masque. C'est déjà super. Il respecte tout le monde, mais il montre déjà sa ligne directrice. On croit au COVID, puis on va l'appliquer. Merci, Joanie. C'était très agréable de te retrouver. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, je serai avec l'excellent Jules Simard. Donc, passez une belle semaine. Si vous avez des commentaires, des questions, peu importe, vous pouvez nous écrire. Sinon, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.